écrit son premier roman, Le doux murmure des Carpates. Merci pour l'apport. Donc on avait fait une première rencontre sur Instagram en live l'auteur avec Anne-Sophie, sauf que ce jour-là, Internet n'était pas avec nous et on n'avait que le forfait voyelle. Donc aujourd'hui, on va voir le forfait voyelle et consonne. Pas le temps, par contre. Par contre, on n'a pas le temps. C'est ça. On ne peut pas tout avoir. On a déjà l'essentiel. Donc je vais vous présenter Anne-Sophie, puis après on va un petit peu évoquer son parcours d'écriture, son livre, et puis sa maison d'édition. Alors Anne-Sophie, tu es originaire de Corrèze, tu as fait des études de Brive, exactement. De Brive. On en parlera après. On en parlera. C'est quand même une ville de livres. C'est la ville Eh de oui. livres. Oui. Avec un grand salon du livre. Un grand salon du livre, oui. Donc tu as fait des études de sciences politiques et de droit. Et puis, après avoir un peu navigué vers Bordeaux, tu as décidé de venir vivre dans le sud et notamment à Montpellier, qui pour toi était une ville d'accueil cosmopolite. Tout à fait, oui. Ouais. Oui, c'était vraiment un choix, c'était le choix de la mer Méditerranée. Et c'est vrai que j'ai découvert le côté cosmopolite. Alors, l'un des thèmes principaux du livre, c'est l'exil. Donc, c'est vrai que j'apprécie vraiment le côté de beaucoup de communautés, de gens originaires de différents pays. J'aime beaucoup ce côté-là. Est-ce que vous entendez bien? C'est bon? Peut-être, tu vois, en plus, Pascal. Ouais, un petit peu. Oui, il faut que je mette le montre un peu plus. Très proche. Et donc en 2011, donc, tu viens donc, à Montpellier et tu intègres le service des affaires économiques de la ville. Oui. Aujourd'hui, tu es chef d'un service en ressources humaines. Oui, depuis le jour où est sorti le livre, il y a deux choses. Voilà. Le livre a mis un certain nombre d'années à sortir. J'ai fait aussi un autre virage professionnel et les deux dates ont coïncidé. Donc coïncidé. Donc c'est C'est ce qu'on appelle des cycles de vie. C'est possible. Voilà. Depuis toujours, donc tu es passionné de lecture. En fait, tu ne lis pas, tu dévores les livres. Oui, mais depuis que je sais lire, je pense que ça a été la révélation. Oui, je lis tout le temps. Des choses différentes, il faut que j'ai plein de bouquins, il faut que j'ai plein de piles, je pense que mon lecteur, si je vais dans les bibliothèques, je vais dans les librairies, voilà, c'est un besoin vraiment de lire. Ouais. Et donc cette passion, finalement, voit aboutir donc, ce premier roman, Le doux murmure des Carpates, dont le titre a été cherché pendant un petit moment. Oui, on a travaillé ensemble un long moment, oui. Un long moment. C'est pas imposé, autant la couverture, on parlera un peu. Et c'est vraiment depuis 2006 où tu as commencé à écrire régulièrement, où tu as commencé à avoir vraiment un rituel d'écriture, avec notamment des poésies, des ébauches de romans, et puis là vraiment celui-ci. Combien de temps t'as pris en tout, et sans compter la relecture et la réécriture, mais l'écriture en lui-même du roman, sachant que les auteurs ne vivant pas de leur écriture, ils ont un travail, donc à peu près... Celui-là, il m'a pris, je pense que je l'ai commencé en 2012, j'ai dû le finir en 2019. Bon, il m'a pris beaucoup de temps. Au début, je ne savais même pas que ça serait un roman, parce que comme je t'ai dit, j'avais fait des ébauches entre 2006 et 2011. Au début, j'écrivais presque par tranche de 20 minutes. Donc c'est un peu comme le marathon, même si je ne cours pas du tout. Petit à petit, voilà, il y a un temps d'écriture, le temps d'écriture s'est allongé, et surtout j'y ai dédié vraiment un jour. J'ai pris un temps partiel vraiment dédié à ça. Donc j'avais 2 jours, le vendredi et le samedi, dédiés à l'écriture. Donc là, en fait, aujourd'hui, avec la naissance de ce livre, tu es aussi devenue auto-entrepreneuse, enfin en tout cas auteur. Artiste-auteur. J'ai choisi le statut d'artiste-auteur. Et tu as vraiment créé ta maison d'édition avec Le Héron Bleu. Pourquoi Le Héron Bleu? C'est venu comme ça. Bon, mais j'adore le héron, j'habite à Villeneuve-et-Baglone, on est à côté des étangs. Voilà. Ça s'est fait naturellement. De façon intuitive, voilà, pas comme le titre, effectivement. Donc tu as décidé, bon ça on en parlera tout à l'heure, mais c'est-à-dire qu'après avoir proposé ton manuscrit à plusieurs maisons d'édition, et j'ai fait plusieurs salles, une salle en 2019 qui finalement a correspondu au premier confinement, parce que c'était fin 2019. Moi j'avais très envie d'être publiée par Liana Lévy,
Je les avais rencontrés justement à la Foire du Livre de Brive en novembre 2019. J'ai été reçue par l'ancienne éditrice d'Eliana Lévy, qui était partie fonder la collection Les Avrils chez Darcourt. Bon, ils n'ont pas pris le livre, mais bon, j'avais eu cette première étape. Après, j'ai quand même réécrit le livre parce qu'effectivement, il faisait un tiers de plus que ce qu'il est. J'avais eu quand même des commentaires voilà, qui ont quand même fait tilt après cette première salle. Donc, je l'ai réécrit pendant 9 mois à peu près, je pense, en 2020. J'ai refait des salves et puis finalement, de fil en aiguille, je ne pouvais pas le laisser comme ça. Donc, j'ai regardé voilà, tout ce qui pouvait se faire, les statuts juridiques, enfin tout ce que ça impliquait. Hein. Les différentes étapes, est-ce que j'allais prendre un package entre guillemets sur internet comme on trouve des choses, enfin voilà, et finalement j'ai fait le choix de... Ce que permet l'auto-édition, et maintenant que j'ai à peu près une petite année de recul sur la sortie du livre, c'est d'avoir quand même une grande liberté, donc autant en profiter. Oui, parce qu'en fait on a eu beaucoup d'échanges autour du milieu de l'édition et qui n'est pas un milieu facile, hein, il faut être... Oui, après, forcément, si j'avais une maison d'édition, j'y serais allée, et voilà, c'était aussi une facilité, et aussi la garantie de pouvoir écrire, parce que quand on est écrivain, on cherche à trouver du temps d'écriture. C'est ça. Donc c'était en quelque part se laisser porter par le flot d'un éditeur. Ça s'est pas fait, du coup, voilà, il a fallu investir sur être un peu multitâche, mais finalement... ça permet voilà, d'avoir ça donne de l'impulsion aussi hein, sur la gestion de projet et ça, oui, ça motive. Oui. Hein. Oui, tout à fait. Donc, l'une des choses qui a quand même été décisive, tu le sais, c'est tu m'as mis en contact avec Fabienne Bourjat qui a fait la couverture, qui est juste, de mon point de vue sublime et qui, je le vois de par les lecteurs, enfin dans les salons des lecteurs, il accroche quand même. Et elle a sorti exactement... on s'est parlé, je sais pas, une demi-heure au téléphone et le lendemain, elle a sorti exactement ce que j'avais en tête. Donc, je ne sais pas si on peut en parler d'emblée. Donc, il s'appelle Le doux murmure des Carpates et ce que j'ai intégré donc, à cette histoire d'exil, une partie de l'œuvre de Constantin Brancusi, qui est un sculpteur roumain, donc, que j'adore, je ne sais pas pourquoi, voilà, j'adore toute son œuvre. Donc, c'est un sculpteur donc, qui a fait toute sa carrière à Paris, qui avait son atelier à Montparnasse, et qui a vraiment, ce n'est pas un artiste maudit, c'est de son vivant, il a vraiment eu un grand succès, il a eu des expositions, notamment aux États-Unis, etc. Il a une particularité quand même, Brancusi, c'est-à-dire que c'est pas une légende, mais c'est qu'il est parti à pied. Oui, alors voilà, j'intègre cette histoire, c'est vrai qu'il a suivi, c'est vraiment... son origine, c'est une famille de paysans dans les Carpates, avec vraiment cette... on pense certainement que ça lui vient de là, cette sculpture, parce qu'il a quand même un mode de sculpture à lui, il sculpte beaucoup le bois, donc c'était vraiment lui, il gardait des moutons quand il était petit, et il sculptait le bois. Après, il s'est payé lui-même des études de beaux-arts donc à Craiova, qui est une grande ville au sud de Bucarest, après à Bucarest. Et un jour, on va dire, il aimait bien, il y a une photo de lui, il aimait bien jouer quand même, a priori de ça. Il est parti à pied à Paris, parce qu'il voulait... que sa carrière éclose à Paris, donc il a mis 3 mois pour aller à Paris. Et là, effectivement, il a eu une carrière qui a eu un bel élan. Donc moi, il y avait 2 sculptures. Alors on va aller voir. Elle, c'est Mademoiselle Pogani. Donc Fabienne Bourjat a travaillé à partir de cette photo. Moi, j'avais vu cette sculpture à New York. Ouais, elle est exposée au MoMA, même s'il y en a beaucoup. Alors, il faut savoir que Brancusi, il a légué son atelier à l'État français, son œuvre. Donc il y a son atelier qui est reconstitué à Pompidou. Il l'a légué de son vivant, donc c'est quelque chose qui a vraiment été organisé par lui. Et donc ce qu'elle a repris également, et j'en parle dans le cadre, c'est la colonne. Donc là, on en voit la colonne. Brancusi, ça a vraiment été, je pense, sa maraude, on va dire. C'est vraiment sa signature. Il a sculpté différentes matières. Et lui, son rêve, c'était d'avoir une colonne qui aille jusqu'au ciel. En 1935, donc lui il est né en 1876, donc on va dire, il était, voilà, sa carrière avait bien démarré, il était connu, il était exposé au Guggenheim à New York, et la femme du Premier ministre roumain le contacte, dans une ville qui s'appelle Târgu Jiu, donc qui est au sud de la Roumanie. Il cherche en fait à ériger un monument à la gloire des soldats tombés à la Première Guerre mondiale.
Et ils ont l'idée de cette colonne et ils lui proposent une colonne qui irait le plus haut possible. Donc j'intègre cette histoire qui est réelle où effectivement il y a un ingénieur qui va être nommé, une brigade d'ouvriers et vraiment il va y avoir des échanges entre cet artiste et vraiment une technique. Et donc cette colonne, donc on va la voir. On va la revoir, elle est là. Alors là, j'ai eu la chance qu'une lectrice amène mon livre à Tardieu. Donc cette colonne, Très belle photo. je suis très contente. Donc cette colonne, elle fait 29 mètres. Donc à Tardieu, il y a ce qu'il appelle l'ensemble monumental de Tardieu. Donc on a vu, c'est la colonne qui fait 29 mètres, la porte des baisers, qu'on voit également, on la verra après. Alors là, c'est Mademoiselle Pogani, effectivement. Voilà. On va la voir après. Donc l'ensemble, c'est la colonne. Après, je sais pas, on va voir la table du silence, je pense. Voilà. Ouais, ça, c'est la table du silence. Et au fond, on voit la porte des baisers. La colonne, elle est plutôt vers là. Et la porte des baisers, on la voit juste après. Là, et la porte des baisers, c'est vraiment le rituel dans cette ville, c'est que les jeunes mariés vont se faire photographier en s'embrassant sur la porte des baisers. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été un choix forcément au début. Mais j'intègre cette histoire de Brancusi. Parce qu'en fait, donc, ce roman donc, parle d'une famille d'intellectuels et opposants politiques roumains donc, qui décident de fuir la dictature de Ceausescu. Et donc elle fuit la région des Carpates, très exactement, Non, et elle s'exile en France. Elle fuit Bucarest. Bucarest. Ouais. C'est à un moment donné, ils sont issus originaires des Carpates en fait. En fait, ce sont leurs ancêtres. Ouais. Même son père, il n'a pas connu l'Oltenif à la Roumanie du Sud. Son père est aussi né à Bucarest. Ce sont les ancêtres à plus, on va dire, sa grand-mère. Et donc c'est l'histoire de cette petite fille qui se retrouve... elle arrive à 7 ans en France. À 7 ans en France, et en fait il y a tout le parcours qui est décrit de la façon dont ils vont fuir. Oui. Et alors moi personnellement ça m'a évoqué quand j'avais visité les musées de Berlin, du mur de Berlin, qui émotionnellement on ressort, ça fait quelque chose quand même, de voir quand on est sous dictature, la désespérance qu'il peut y avoir pour fuir un pays et tout ce qu'on peut imaginer pour fuir des pays. Et là, c'est bien décrit aussi dans le livre. Oui. J'ai vraiment beaucoup lu, parce qu'il y a eu des fuites de ces pays. Ouais. Il y a eu beaucoup de fuites. Et il y en a eu quelques-unes où, on va dire, ils fraudaient un petit peu en partant en avion. Mais il y a vraiment eu des fuites, on va dire, à pied, quoi, enfin, comme ils pouvaient. Donc je m'étais pas mal inspirée de la fuite de Nadia Comaneci. Ouais. Il y a la fuite aussi, je la raconte différemment par une amie, qui est la fuite, j'avais écorché son nom, mais de Roxana Maracineanu, qui vraiment, ce que je raconte de son amie, la fuite par Oran, par l'Algérie, c'est la fuite de Roxana Maracineanu, en fait, qui a vraiment fui en bateau, après en bus, enfin vraiment ce qu'on imagine. Mais se brosser les dents dans les fontaines publiques en France en arrivant en tant que clandestin, quoi. Et donc, en fait, dans ce voyage, ils partent avec Mamie. Oui, parce qu'effectivement, c'est exactement. Il y a c'est un grand rôle dans l'histoire. Hein. Oui, franchement, les premières phrases que j'ai écrites, c'était vraiment la grand-mère et cette petite fille. C'est presque, donc elle l'appelle Mamina, elle vit dans les jupes de Mamina, quoi. C'est vraiment, cette petite, elle va vivre la terreur à Bucarest jusqu'à 7 ans. C'est vraiment, voilà, moi j'ai beaucoup lu sur les témoignages de dictature, j'en ai pas connu moi-même, mais cette gamine, voilà, elle vit la terreur de ses parents qui sont arrêtés, de le manque de nourriture, en fait, c'est la peur tout le temps, en fait, c'est la terreur, c'est plus de la peur. Ce qui est intéressant, c'est que c'est décrit avec les yeux de l'enfant. Oui, au début, oui, j'ai essayé. Et c'est pas toujours facile cet exercice. Et donc sur la 4e de couverture, c'est la première phrase, c'est Mamina est là avec moi. Elle m'accompagnait dans mes pensées, dans le creux de l'oreille. Elle me soufflait d'y aller. Donc là, je vais pas. En fait, c'est à l'aube de la trentaine, hein, c'est-à-dire que Elena, après, elle grandit. Oui, concrètement, quand elle arrive en France, elle arrive avec ses parents, mais on va dire la grand-mère dans les valises. Donc elle va vraiment grandir avec les parents qui sont vraiment pour une intégration très stricte à la France. Tu travailles, tu vas à l'école, tu parles français et on ne parlera plus jamais roumain. Il y a presque un rejet de la culture roumaine par les parents. Il y a un rejet de la culture roumaine.
Et la grand-mère qui est là, les parents, ils partent très tôt le matin, ils rentrent très tard le soir parce qu'ils travaillent énormément. Et c'est la grand-mère qui élève cette petite, qui lui fait à manger en roumain, qui la câline en roumain. Alors qu'elle sait très bien parler le français. Et oui, mais ça, Et c'est très... les parents ne le savent même pas. Les parents ne le savent pas. Et ça, c'est petit clin d'œil Oui, rigolo. et donc jusqu'à ce la grand-mère va décéder quand elle a 16 ans. Ouais. Donc quand elle a 16 ans, la Roumanie sort de sa vie. Et c'est vrai que comme son prénom c'est Ileana, finalement il y a un moment dans sa vie, elle a 25-26 ans, personne ne sait qu'elle est roumaine, quoi. Parce qu'Ileana, ça peut être, voilà, on sait que c'est une consonance étrangère, mais ça ne sonne pas roumain comme Alexandro, on va dire, voilà. Et donc, après, les autres thèmes qui sont abordés donc, dans ce livre, c'est le thème des sages-femmes. Oui. Puisqu'on va découvrir à travers le livre qu'il y a toute une histoire de mère en fille autour du métier de sage-femme. C'est-à-dire qu'elle, comme je dis, elle a 16 ans quand sa grand-mère meurt. À 17 ans, elle pense que par hasard, elle choisit le métier de sage-femme. Elle va faire ses études, etc. Et elle va... Alors ses parents le savaient, hein, mais ils ne voulaient pas en parler. Et le cordonnier toujours mal chaussé. Ouais. Et donc quand elle va chercher elle va vraiment à la recherche de son histoire familiale, parce que ses parents ne veulent pas en parler. Donc c'est elle qui va aller un peu déterrer tout ça. Et elle va découvrir que ses ancêtres femmes étaient sages-femmes. Donc c'est vrai que moi je m'intéresse effectivement, j'aimais le sujet de l'exil, mais c'est vrai que les mécanismes de transmission transgénérationnelle m'intéressent particulièrement. Donc il y a beaucoup de ça aussi dans ce roman. Hein. Alors après, voilà, les sages-femmes, c'est vrai que souvent on en parle, c'est quand même des métiers de vocation, clairement, et qui souvent, il y a quand même une espèce de transmission de flambeau entre les femmes. Donc effectivement, il en est question aussi. Alors comment tu as travaillé pour ce roman, notamment sur la recherche autour des sages-femmes, tout ce qui est recherche... Alors du coup, je ne suis pas sage-femme, je ne suis pas roumaine, donc j'ai fait... C'est vrai que la question, c'est beaucoup de gens te la posent en fait. Oui, parce que c'est vrai que sur la Roumanie, beaucoup de gens pensent que je suis roumaine, enfin pas du tout, je ne suis même pas allée. Par contre, voilà, du coup, ça a nécessité un gros travail de recherche. En plus, du coup, le roman, parce que la Roumanie, en gros, a commencé à aller dans la dictature dans les années 38-40, bon, sachant que c'est la Seconde Guerre mondiale, ça s'est vraiment vu dans les années 47-48, donc on va dire qu'ils ont vécu 50 ans de dictature. Mais je fais remonter, en allant, on va dire, à la recherche de ses racines, de ses ancêtres, je remonte un peu plus loin dans l'histoire, parce que ce pays n'avait pas connu que ça. Donc aller voir l'histoire de la Roumanie. Et deuxième axe, alors pour des recherches géographiques, historiques, etc. Et deuxième axe, vraiment les sages-femmes. Donc j'avais mes bouquins de la Roumanie et mes bouquins de sages-femmes. Parce qu'effectivement, il y a un vocabulaire un petit peu technique. Et puis après, c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'est qu'elle, je l'aborde quand même, c'était l'idée qu'elle a fait des études de médecine, qu'elle est sage-femme, mais elle va s'intéresser, on va dire, au côté, au-delà de la machine, au côté émotionnel, au côté maison de naissance. Donc du coup, finalement, avec ces sages-femmes qui étaient un peu guérisseuses dans les années 1870, 1890, on va un peu chercher des choses comme ça. Parce que, après, on ne va pas tout spoiler. Pas tout dire, oui. Voilà, on ne va pas tout dire. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi le choix de ces thèmes, en fait. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a appelé ? Alors, c'est venu à moi. Le tout début, c'est vraiment cette fille avec sa grand-mère. Et moi, il y avait vraiment la coutume des œufs peints de Pâques, de la Pâques orthodoxe. C'est quelque chose qui me fascinait assez, la religion orthodoxe. Donc la Roumanie, je ne sais pas trop, franchement, je ne sais pas. Mais par contre, ça s'est imposé à... Enfin voilà, il n'y a pas de... Je ne me suis pas dit, c'est la Hongrie, non, c'était la Roumanie. Après, c'était la Roumanie, j'ai envie de dire, très roumaine, parce que la Roumanie est quand même un patchwork. Tout ce qui est à la frontière hongroise, c'est vraiment de la culture magyare hongroise, ils parlent allemand aussi. Tout ce qui est lié à la Moldavie, l'Ukraine, c'est la Bessarabie, c'est beaucoup moins orthodoxe, beaucoup moins roumain. Il y a d'autres... On parle beaucoup cuisiner aussi dans ton livre. Hein. Oui, c'est une grand-mère qui cuisine. Ouais. Il y a beaucoup de saveurs. Oui. Ouais. Le plat qui revient souvent, c'est le gros chou. Alors, c'est le borsch, qui est vraiment le gros plat. J'ai du mal avec ce plat. Hein, c'est corse. Le brochou, c'est corse. Oh, le brochou, ça veut oui, pas très bon. En sonorité. Des formations, ouais. Oui, c'est ça. Des formations génétiques.
Ma question, c'est, donc on a vu que tu avais mis quand même un certain temps pour l'écrire, ton temps de réécriture et de finalisation du livre, parce qu'on pense qu'écrire un livre, c'est souvent très facile. On pense qu'écrire un livre, voilà, que les artistes en général, en fait, ils font rien, puis qu'on pond les choses comme ça se fait tout seul, sans travail. Est-ce que c'est vrai? Non, parce qu'en plus, comme j'ai déjà mis 7 ans à l'écrire, donc je pense que j'ai eu comme je dis, ça fait à peu près 9 mois, je pense, la première réécriture, et après, je l'ai quand même pas mal retouché aussi. Donc, c'est dur de jeter? Ah, c'est affreux. Alors, la seule combine que j'ai trouvée qui me donne une espèce de sécurité, parce que je fais d'ailleurs je crée un fichier, je l'appelle à réutiliser, puis il part d'une page, il fait presque autant que le roman à la fin, mais psychologiquement, j'ai l'impression qu'il existe. Voilà. Oui, donc je pense que tous les écrivains me disent, c'est compliqué de jeter. Oui. Et on se rend compte, parce que la première lecture, parce que j'avais fait lire mon livre à un conseiller littéraire, et c'est vrai ce qu'elle m'avait dit, c'est qu'il y avait beaucoup de choses que je redisais, mais presque on a tellement envie de les lire que je ne me rendais même pas compte que c'était présent. Pas qu'une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Ah oui, quand même. Oui, puis il y a l'attention dans le texte aussi à aller chercher. Oui, oui, des petites choses comme ça. J'ai beaucoup refait des fins de chapitres. Alors, c'est pas un thriller, hein, vous avez compris, mais oui, j'ai quand même beaucoup retravaillé les fins de chapitres. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as dû te forcer à écrire? Du coup, ce que j'avais fait, j'avais quand même beaucoup lu sur la création, enfin en général, et pas que pour les écrivains, pour les peintres, etc. Et il parlait vraiment de rituels et d'horaires. Et c'est vrai que ce que je disais, c'est que moi, le vendredi matin, j'amenais les enfants à l'école, et puis à 9h, si je sentais que c'était un super jour, que j'étais super inspirée, c'est génial, mais c'est surtout le jour où tu n'es pas inspiré, où tu t'assois et tu y vas. Et ça se passe comment dans ces cas-là? Et bien finalement, assez bizarrement, ça vient. Et il y a des fois, on est un peu chafouin, et finalement, c'est pas si mal que ça. Voilà, en tout cas, ça donne l'idée que moi, je suis sortie du côté de on va attendre que ça tombe du ciel et que ça arrive, quoi. Enfin, à un moment donné, il y a quand même... Alors bien sûr qu'il ne faut pas non plus pas être, se dire je vais écrire pendant 8 heures d'affilée, enfin, trouver un équilibre, mais quand même ne pas être que en attente du bon moment, voilà, l'idée du rituel me paraît, et d'une certaine discipline quand même. Une certaine discipline, et comment ça se passe quand on est auteur, qu'on écrit et qu'on doit gérer une vie de famille? Alors déjà, j'ai la chance d'avoir mon mari qui m'a quand même pas mal soutenu, oui, aujourd'hui. Que l'on peut applaudir. Merci. Il a amené les garçons au foot, voilà. Sinon, le jour dans la semaine, enfin extraire un jour dans la semaine, c'est ce qui est capital. Je veux dire, si j'y vais que le week-end, ce ne serait pas possible. Le soutien familial quand on est auteur, est-ce qu'il a une importance capitale pour avancer dans ces projets? Oui, forcément, parce que dans la vraie vie, c'est du temps. Et même, il y a le temps d'écriture, et depuis que j'ai sorti le livre, tu connais ça aussi bien que moi. Parce que tu as des auteurs en France quand même. Ça s'est bien passé, donc voilà, mais aller dans des salons, ça prend c'est du temps, vous savez très bien. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Quand on rentre, on est quand même à plat, mais donc oui, c'est bien c'est du temps qui n'est plus dans la famille, donc c'est bien que ce soit soutenu. Là, donc suite à ta recherche de maison d'édition, tu as décidé de créer donc, Le Héron Bleu. Comment s'est passé le cheminement de la création de cette maison d'édition et la création de ton statut d'artiste-auteur? La maison d'édition, par contre, je préfère être claire. Moi, j'envisage pas d'être un éditeur. C'est un autre métier. Déjà, j'arrive à peine à réécrire. J'ai créé. Je n'ai pas un statut de maison d'édition. Je suis artiste-auteur. Et j'ai profité, parce que j'avais hésité avec le statut d'auto-entreprise, et j'ai profité du fait que je crois que c'est depuis 2021 ou 2022, c'est récent, qu'on peut être auto-édité. Oui, on peut avoir un statut d'artiste-auteur et être auto-édité. Donc je me suis un peu dit que... oui, parce que c'est en lien avec l'URSSAF du fiscale, je crois. Une question fiscale, c'est l'URSSAF du Limousin depuis, je crois que c'est 2017 ou 2018. Tout livre édité et vendu, en fait, il faut se déclarer en tant qu'artiste-auteur auprès de l'URSSAF du Limousin. Enfin, surtout, on peut, parce qu'au départ, de ce que j'avais compris, c'était interdit. Quand tu étais artiste-auteur, avant ça, tu créais ton auto-entreprise, mais tu ne pouvais pas le faire en artiste-auteur.
Avant cette date-là, c'était Ouais. impossible. Ouais. Donc bon, le statut, après il y a tout ce qui est juridique, fiscal, etc. C'est vraiment pas, enfin voilà, c'est ce que je fais dans ma vie professionnelle, mais alors j'ai beaucoup de mal, c'est assez étrange d'ailleurs. C'est presque épidermique sur cette partie-là, mais bon, il faut quand même le faire. Et après, c'était plus les étapes du livre, on en a longuement j'ai reparlé, c'est-à-dire c'était soit aller sur un package, comme je dis, sur Internet, où tu vas déposer, et puis quelqu'un te fait ta mise en page, ta correction, etc. Mais c'est vrai que de fil en aiguille, de se dire, bon, finalement, j'ai pas de maison d'édition, donc j'ai rien derrière moi, ben, autant j'ai ces contraintes-là, de devoir m'investir pour le faire, quitte à m'investir, je récupère ma liberté, quoi. Donc, voilà. Après, Et de travailler des gens avec qui j'avais envie de travailler, voilà. ça, Nous, on important. s'était trouvés sur le coaching littéraire. Après, j'ai eu Fabienne qui a fait cette couverture. De pouvoir discuter avec quelqu'un qui est là, où il se passe quelque chose. Voilà, il y a une synergie qui se passe. Dire, je vois ça dans ma tête. Je veux dire, il y a des trucs dans le livre qui ont pris des heures que personne ne voit, mais ça, ce qui se voit le plus, on s'est appelé, le lendemain, c'était fait, quoi. Après, on a chipoté pour des couleurs, mais voilà. Et à un moment donné, et c'est vrai que après j'ai mis beaucoup de temps quand j'ai eu la couverture, mais la couverture me tenait vraiment, dire, t'as la couverture, le titre ça a été plus compliqué, mais je l'avais aussi, puis à un moment donné t'as le texte, le reste. Donc du coup après j'ai décidé de faire un choix local, c'est pas forcément plus économique, mais quelqu'un à Villeneuve que je connaissais m'a fait le logo quand même, vu que j'ai pris le Héron Bleu Édition, c'est à elle que j'ai confié le logo. La mise en page, on peut la citer, hein. C'est Isabelle Michel, voilà, qui est infographiste à Villeneuve-les-Maglones, donc qui habite à 200 mètres de chez moi. Mais voilà, tout s'est fait un peu. Je ne savais pas qu'infographiste, je croyais qu'elle faisait que des sites internet. Et non, elle fait la moitié de son activité, c'est faire des bouquins. Et finalement, en prospectant, j'ai choisi l'imprimerie à Mourin, à GL, donc ça me rassurait. On me dit voilà, que peut-être dans d'autres pays ou ailleurs, c'est peut-être un peu moins, c'est moins cher certainement, mais l'idée qu'ils soient ancrés au territoire, que je vois les gens, d'aller à la librairie, d'aller à l'imprimerie, de voir le monsieur. Finalement, ce qui est important, c'est le contact humain. Ouais, je me suis dit que j'avais envie de ça aussi. Et puis après, le reste qui me terrorisait, parce que c'était quand même la réalité, de sortir, d'aller dans des salons. Ah oui, alors ça, c'était un vrai. Ouais, c'était. Moi, je rêvais d'écrire dans ma grotte, quoi. Pas de. Et bien finalement. L'exercice est plutôt plaisant. Ben voilà, oui. Oui, puis de le faire vivre, d'aller défendre son livre. Oui, voilà, de trouver un écho aussi, parce que bon, si tu trouves rien en face, c'est compliqué. Oui, ça, je pense, mais voilà, Est-ce qu'il y a quelqu'un Alors, tout le long de l'écriture, moi, enfin, je sais que tu avais beaucoup lu pour te documenter. Oui. Quel est ton plus beau souvenir de lecture dans ta recherche par rapport au doux murmure des Carpates? Tu en as un peu parlé, j'avais trouvé un livre extraordinaire, j'avais trouvé à la bibliothèque départementale de Pré, c'est un livre de cuisine, donc d'un cuisinier roumain, et il avait écrit des recettes, mais il y avait alors au-delà de la recette technique, on va dire, c'était certainement quelqu'un de très épicurien, et il avait un en-tête pour chaque recette, avec un vocabulaire qu'à lui, vraiment en lien vraiment avec la culture roumaine, et il reliait beaucoup, ce que j'ai beaucoup aimé, et c'était aussi chez nous en France, c'est que je l'ai beaucoup relié à des cultures, le relier au cycle de la nature, aux moissons, à différentes, qui croyaient beaucoup à différents saints, etc. À la Saint-Machin, c'était beaucoup relié aux rituels. Les Roumains, mais ici aussi en France avant, quand il y avait un enterrement, pendant une semaine, ils mangeaient, ils buvaient autour du cercueil. Ils disaient, il y a monsieur qui était vert à l'intérieur et tout le monde trinquait. Non, mais c'était farci d'anecdotes comme ça. Et c'était très joyeux, très vivant, et c'est vrai que les recettes roumaines, je vais pas parler de recettes, mais je veux dire les plats, je les sortais de là, et c'est très original ce livre. Justement, là tu évoques des enterrements, et dans le livre, à un moment donné, quand Mamina décède, il y a deux cultures qui s'affrontent. Et en plus, c'est vraiment le reflet de ce qui peut se passer dans n'importe quelle famille, que ce soit en France, en Roumanie ou en Amérique. C'est-à-dire, c'est le choix. Oui, à Lyon, dans un appartement, ils sont 3. Et l'église orthodoxe, c'est pas l'église orthodoxe
avec les bulbes, etc. C'est une salle comme ça, et vite, c'est l'or, quoi. Ouais. Alors que, mais en France, je pense que c'est pareil aussi maintenant. Donc, les Oui, c'est cultures paysannes, etc. C'est vrai que ce monsieur, dans le livre, il parlait vraiment de toutes ces cultures paysannes, voilà, où on était attaché au rite, aux enterrements, les mariages, les moissons. Voilà, c'était, ouais, ce livre était très original. Il faisait beaucoup de bien, je trouve. Aujourd'hui, là, tu es en train donc de faire la promotion de ton livre, avec cette frustration qui est ce besoin d'écrire, puisque tu es déjà sur un nouveau projet d'écriture. Oui, je l'étais déjà, je l'avais commencé en 2020, pendant le premier confinement. J'ai été beaucoup bloquée, et d'avoir sorti ce livre-là, ça m'a redébloqué. Enfin, ça a mis fin à ce blocage d'écriture. Après, c'est une question de temps, parce que, et pour moi, au-delà du temps, c'est de l'énergie. Parce que, par exemple, aujourd'hui où je suis venue, on aurait pu dire que peut-être des gens peuvent le faire, mais moi, je peux pas écrire 4 heures ce matin et être là. En tout cas, pour le moment, c'est pas possible. Donc là, c'est vrai que je vais me recentrer un peu plus sur l'écriture. Comment tu vas t'organiser sur ce nouvel ouvrage? Est-ce que tu vas partir, parce que là, sur le Doux Murmure des Carpates, l'écriture s'est fait au fil de l'eau. Est-ce que là, tu vas construire un plan? Comment tu vas t'organiser? Non, moi, je fais pas de plan. Je suis quand même... Alors après, je sais où je veux aller, sur la fin, enfin voilà, mais par contre, non, j'ai pas de plan. Pas de plan. Alors, est-ce que tu peux nous dire où va se passer l'intrigue? Alors là, l'intrigue, alors pareil, ne me demandez pas pourquoi, ça se passe entre la France et Zanzibar. Et Zanzibar, voilà, ça s'est imposé à moi, pareil. Alors, ce que je sais, voilà, c'est que cette île, c'est un lieu d'esclavage, un lieu cosmopolite aussi, très très cosmopolite, parce que, grâce ou à cause de l'esclavage, c'est très cosmopolite. Et par contre, ces deux histoires imbriquées, ça se passe un peu au 19e siècle et un peu maintenant. Alors là, au niveau des recherches, comment ça se passe? C'est encore plus complexe parce que c'est complètement une autre culture, c'est une culture musulmane, c'est le 19e siècle, même en France. Donc je veux dire, voilà, on ne s'habille pas pareil. À Zanzibar, tout est neuf dans le sens, on connaît même pas moi je connais même pas les arbres, même pas, donc c'est vraiment très pointu au niveau des recherches. Mais quand je suis portée et que ça doit se faire, c'est que voilà, je le fais, point. Enfin, je ne me dis pas c'est difficile ou ça aurait été plus facile d'eux, c'est que ça s'est imposé à moi et je suis très heureuse de le faire. Et là, est-ce que tu t'es fixé un délai d'écriture avec des objectifs? Non. Non, parce que comme tu dis, j'ai un travail à côté, des cadres, je n'en manque pas. Au moins que je m'accorde, voilà, j'ai pas un éditeur. C'est ta bulle de liberté là. Voilà, et je me dis, je ne veux pas tomber dans ça sur le roman. En tout cas, pour le moment. Voilà. Si tu devais définir ton lecteur idéal. C'est difficile à... Bon, là, on passe sur des questions un peu incongrues. Bon, après, forcément, moi qui aime lire, ce que je cherche, c'est, on va dire, tu lis au kilomètre, il y a des livres que tu aimes bien, mais il y a un livre qui te touche, quoi. Il va chercher quelque chose que tu n'attends pas, donc j'aimerais que ce livre puisse susciter ça chez certaines personnes, voilà. Ton plus beau retour de lecteur? Alors, j'avais pas fait spécialement pour ça, mais il y a des gens de la communauté urbaine qui ont acheté le livre. Donc j'ai rencontré une dame à Beaucaire avec qui j'ai beaucoup discuté et qui m'a fait un très beau retour. Et ce qui m'avait touchée, là je voulais montrer, cette jeune femme qui a mené le livre à Targu-JU parce que c'est beau, ouais. C'est quelque chose, voilà, moi si j'ai écrit là-dessus, c'est que ça me touche. Et cette jeune femme, pareil, elle me l'avait acheté à Beaucaire et elle travaille à l'ambassade de France en Roumanie. Donc elle est à la Targu-JU, elle a amené le livre, enfin voilà, parce que je ne connais pas. Voilà, donc j'ai trouvé, c'est elle qui m'a contacté pour me renvoyer les photos. Voilà, c'est quelque chose qui touche. Ouais. Autre question incongrue, allez, tu dois inviter 3 auteurs à ta table. Qu'est-ce que tu vas leur cuisiner? Ah, qu'est-ce que je vais leur cuisiner? D'abord, qui tu invites? Ça, c'est intéressant de savoir. Je voulais vraiment parler, alors elle est plus de ce monde, je ne pourrais pas l'inviter, mais je veux quand même en parler. On va dire qu'il y a une baguette magique et que tout est autorisé, voilà, tout le monde est ressuscité, tu invites qui tu veux. C'est intemporel. J'aime beaucoup André Chédid. J'ai quand même une fascination pour tout ce qui vient du Moyen-Orient. Elle est née au Liban, elle a transité par l'Égypte. Il y a vraiment cette double culture, mais bon,
tout cet apport, enfin, comme je dis, moi j'ai fait le choix d'aller sur la mer Méditerranée, mais la Méditerranée c'est plein de cultures, quoi. Et donc vraiment cette culture-là, et ça fait peut-être le lien aussi avec Zanzibar, il y a quand même, ces gens-là peuvent faire le pont entre, je dirais, l'Orient et l'Occident, quoi, entre ces cultures-là. Donc, et puis ce qui me fascine chez André Chédid aussi, c'est le côté de la famille, parce que voilà, son fils Louis Chédid, les 4 petits-enfants, enfin entre M, Anna Chédid, dont j'adore la musique, qui se fait appeler Nash, enfin, j'aime beaucoup ce côté très... ces familles qui respirent la culture. Voilà, moi j'ai dû aller chercher ça, chercher du temps de travail. Enfin, il y a des familles où on ne se pose pas la question de si on écrit, si on fait de la musique, si on chante, parce que c'est présent. Donc, j'aime beaucoup cette. C'est une famille d'artistes. C'est une famille d'artistes, voilà. Donc voilà. Et je voulais parler quand même, parce que effectivement, on dit souvent où c'est que je suis allée chercher, je suis pas allée en Roumanie, mais je finis par me dire quand même que la Roumanie, c'est le côté rural, le côté paysan, donc je viens de Brive, en Corrèze. Et je voulais quand même citer un auteur qui s'appelle Christian Signol. Je ne sais pas si les gens le connaissent ici. C'est vraiment la foire, enfin on a parlé de Brive, la foire du livre de Brive, elle est née dans les années 80. Donc Brive, c'est une petite ville dans un département très rural. Et dans les années 80, il y avait quelques auteurs de terroir, vraiment, qui écrivaient sur la vie dans les campagnes, la vie de leurs grands-parents, etc. Donc il y avait Claude Michelet, qui est devenu célèbre, Michel Perramort, de Litignac, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, Christian Signol, qui ont commencé à être édités, je pense, qui étaient édités chez Robert Laffont, quelque chose comme ça, donc dans des maisons parisiennes. Et ils ont vraiment créé la foire du livre à Brive avec, je dirais, on en parlait tout à l'heure, 3 bouts de ficelle, quoi. Cette foire, elle est née. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment. Alors aujourd'hui, c'est le 2e salon après Paris. Enfin, il faut quand même, je redis, c'est une ville de 50 000 habitants, quoi, Brive. Et ce qui fait sa renommée, enfin, c'est le fameux train du livre où les auteurs viennent, mangent jusqu'à plus soif des produits du terroir, des confits, des pommes de terre sautées, etc. Et ils viennent aussi pour ça, mais il y a tous les éditeurs, alors c'est un truc gigantesque maintenant. Et donc tout ça pour dire voilà, que, bon, Claude Michelet, j'ai aimé certains de ses livres, mais Christian Signol, un livre, et c'est peut-être ça la grand-mère, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, enfin il y en a beaucoup qui m'ont marqué, même qui s'appelle Marie des Brebis. Et pour moi, c'était vraiment, c'est l'histoire réelle de sa grand-mère, donc c'était ces femmes qui, à 11 ans, étaient placées dans une auberge, qui travaillaient du matin jusqu'au soir, qui ont porté des enfants dont la moitié finissait au cimetière, mais qui cuisinaient, qui élevaient, qui croyaient toujours à la vie. Et c'est ces femmes-là qu'on croisait en Corrèze, quoi. Enfin voilà, c'est ces femmes-là qui ont porté en quelque part la France, elle n'est pas que celle de métropole, la France rurale, enfin. Et il y a ce côté quand même très terrien, c'était des femmes très ancrées, enfin c'était... et c'est vrai que voilà, j'ai quand même un petit... En fait, voilà. là, je suis en train de réaliser que le lien, finalement, le mot qui pourrait faire le lien avec tout ça, ce serait le mot résilience. Peut-être. Parce qu'en fait, enfin, je dis en fait souvent, j'arrête de dire en fait. Là, ce qui ressort, c'est que on parle de personnes qui gardent l'espoir, qui parlent de leur pays, on est vraiment dans quelque chose de résilient, puisque, bon, après il faut lire le livre, hein, mais on va vraiment au-delà. Donc quand on est dans cette quête d'identité, on va aller vraiment chercher ses origines pour justement dépasser quelque chose et être heureux. Parce qu'effectivement, je ne savais pas comment le livre se finirait, mais pour moi, c'est une quête des ténèbres vers la lumière, et c'est ça que j'aimais dans ce qu'avait fait Fabienne, enfin le Mademoiselle Pogani, qui est très lumineux, quoi. Donc, dans cette histoire de la Roumanie, il y a eu des choses, comme dans beaucoup de dictatures, des choses très, 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 très noires, mais il a fallu aller chercher plus loin, chercher dans l'histoire des ancêtres, chercher à un étage, à un moment donné, leur fait dire qu'ils n'ont pas pu tout nous prendre, quoi. Qu'il y avait quelque chose, il a fallu aller chercher plus loin pour que ce soit plus lumineux. Et là, le prochain livre, c'est encore une histoire aussi de femmes, qui est en lien avec les femmes. Oui, certainement. Donc il y a quand même ce lien avec la femme, la résilience et transgénérationnelle. Oui, le transgénérationnel, ça m'importe beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans le public à l'attention de Anne-Sophie concernant son livre? François. Je vais dire 3 choses.
La première, c'est que sur Arte, il y a un mois et demi, 2 mois, il y a eu un reportage sur Brancusi. Oui, parce qu'il y a une expo en fait Il y a une expo, rétrospective à, Donc ça fait écho ouais, ça. à Pompidou là, qui finit le 1er juillet. Ouais. La deuxième chose que je voulais dire, c'est bravo sur la réécriture, parce que reprendre un projet, le réécrire, je connais beaucoup de personnes qui ont essayé de le faire et qui ne sont jamais arrivées, parce que c'est vrai que tout tailler les morceaux, etc., beaucoup, c'est la réécriture, c'est quelque chose qui est très difficile. Et la question que je voulais poser est la suivante. Quand on fait un travail au long cours comme ça, sur de nombreuses années, fatalement on change, et peut-être que son style change aussi ou évolue, ça je ne sais pas si ça a été votre cas. Est-ce que ça pose un problème est-ce qu'on est obligé de plus reprendre ce qui a été fait au début qu'à la fin? Enfin, voilà, c'est une question que je me pose. On en avait parlé de ça en plus, hein, Anne-Sophie, quand on avait échangé. Oui. Après, quand j'ai réécrit, effectivement, il y a des choses. Enfin, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis posé la question de la limite. Parce qu'il a fallu réécrire, bon, il a fallu tailler, parce qu'effectivement, il y avait des choses. Je les disais, je les redisais, enfin, sans m'en être rendu compte. Après, voilà, il y avait les fins de chapitre, et il y a eu un moment donné, ben, j'ai eu envie de réécrire, enfin, effectivement, de réécrire notamment le début. Les premiers chapitres, ouais. Et j'ai quand même fait le choix de ne pas les toucher. Un petit peu quand même. Un petit peu, Oui. Mais après, il fallait s'arrêter parce que là, pour le coup, le réécrire, je me dis vraiment que c'est le travail le boulot de l'écrivain. Enfin, je pense vraiment que ça en fait partie. Mais qu'à un moment donné, sinon, surtout que moi, comme je disais, écrire dans ma grotte, ça m'allait très bien. Donc à un moment donné, il fallait que j'arrête. Et Stéphane Tim, il le dit, hein, à un moment donné, quand on lit son livre, il dit qu'il faut jeter, il faut réécrire. Et moi, je me souviens, puisque pour la petite anecdote, avec Anne-Sophie, on se faisait des dînettes où on parlait de nos ouvrages respectifs. Et effectivement, à un moment donné, s'était posé la question quand moi j'avais lu les premiers chapitres et qu'après elle arrive en fin de parcours où elle reprend l'écriture, de dire, en fait, c'était après cette consultation avec... Oui, c'est Régine de Tambel. Et où en fait tu avais repris les premiers chapitres parce que effectivement avec la fin, puisqu'il y avait un personnage notamment, c'était l'oncle, le personnage de l'oncle, le personnage de l'oncle, qui a été remis en question dans l'histoire, puisque en fait un petit peu, donc finalement au début on retravaille et puis on se dit et puis avec le recul, quand on revient sur les premiers chapitres, tu as raison, j'ai fait le choix. Mais effectivement, le style avait changé. Ça, le style avait changé. Oui. Après, j'ai l'impression, mais je suis encore jeune auteur, qu'il y a comme si le livre, il avait sa propre voix. Parce que j'ai écrit complètement différent sur le deuxième roman. Alors, forcément, il y a une autre maturité et tout, mais je pense que c'est comme si chaque livre, il avait son son, sa voix, tu vois. Ouais. J'ai cette impression-là. Oui, il a son identité. Chaque livre a son identité, en fait. En réalité. J'espère. Et comment on aborde le deuxième, justement? Est-ce que vous avez peur ou est-ce que, en disant, voilà, c'est une page neuve, en effective, mes hésitations, ce dont je ne suis pas contente dans le premier, je sais que je ne vais pas travailler pareil dans le deuxième. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le début, j'ai écrit pendant à peu près 6 mois. Et après, j'ai pris le conseil littéraire du premier. Donc là, ce que j'ai écrit au début, là, je viens juste de le retravailler et je me dis, oh là là, les fins de chapitre, enfin voilà. Après, ce que je me suis dit, c'est que pour moi, il y a eu un moment pour celui-là, et comme pour Zanzibar, où j'écris au kilomètre et je ne sais pas encore si ça va être un roman, et là, c'est un peu angoissant. Parce que de se dire, t'as écrit tout ça, et si c'est pas un roman... Concrètement, là... oui, là, ça sera un roman. Oui. Ça sera un roman. Ah oui. Est-ce qu'il n'y a pas une pression qui se met inconsciemment par rapport au premier livre? Eh bien, forcément un petit peu, mais du coup, c'est pour ça que je ne me mets pas de bornage de temps, parce que sinon, ça serait horrible, quoi. La question, c'est est-ce que tu as déjà rencontré des blocages d'écriture, vraiment des vrais blocages où tu t'es dit, là, non, là, ça ne peut pas... Des vrais blocages, oui, finalement, c'est en sortant celui-là que ça s'est débloqué. Ah oui, je ne pouvais plus écrire pendant des mois. Et ça, c'est vrai que c'est assez dur. Et en fait, comment tu as pu analyser, toi, d'où venait ce blocage? Parce que en parlant, c'est finalement de rencontrer quelqu'un qui fait des ateliers d'écriture, qui n'était pas toi,
qui m'a dit, mais tant que tu sortiras pas ton premier, tu pourras, enfin voilà, tu n'écriras plus. Et là, ça m'a fait tilt. Parce qu'il y a des fois des gens me disent voilà des choses, et là j'ai dit ah. Donc voilà. Donc je vais vraiment monter ma maison d'édition, monter mon projet, et puis on verra. Et tout s'est débloqué là. Oui, ça c'est Mais les débloqué. coupes, elles sont complètement normales. Hein. Je veux dire, Oui, ça par contre maintenant Oui, j'ai mais- pas mal sur d'autres Je me écrivains. rappelle, enfin, quand tu parlais des auteurs régionaux, de discussion avec Laborie, ils sortaient d'une réunion où sa conseillère littéraire, avec la Elle avait été coupée. avait carrément zappé 50 pages. Ça fait beaucoup dans un livre, hein, 50 pages quand même. C'est-à-dire qu'en définitive. Moi, il faisait un tiers de plus. Mais là, elle avait fait un bloc. C'est-à-dire que tout ça, Ah, c'est c'est-à-dire vrai. que tu montes, enfin 50 pages, avec forcément des personnages, avec forcément. Ouais. T'imagines, 50 pages, c'est beaucoup. Oui, je vois bien. Et paf. Après, Ça moi, le mettait, critère que je m'étais fixé, c'est tu l'as déjà dit, oui, tu coupes. C'est horrible, mais c'était ça le critère qu'elle m'avait dit et je l'ai appliqué. Il y avait chez Gallimard, enfin je me permets parce qu'on n'est pas. Oui. Mais il y avait chez Gallimard une. Est-ce que tu veux le micro, Nathalie? Pas du tout. Il y avait chez Gallimard une femme qui s'appelait Françoise Verny qui faisait ça, et notamment avec Kefelec fils. Elle s'enfermait elle avait à côté de chez Gallimard à Paris une espèce de chambre de bonne où elle s'enfermait avec ses auteurs chéris, et c'était pendant quasiment 15 jours, 3 semaines, l'horreur, parce qu'elle y allait quoi. Mais c'est une femme qui n'a jamais écrit elle-même, qui faisait que ça, qui était. C'est ce qui me semble que dans la maison d'édition, Voilà, il y a ça. qui est ça. En même temps, je pense que c'est quand même C'est peut-être important d'avoir ce regard-là de relecteur qui va à la serpette en disant bon, ça tu l'as déjà dit, ça c'est redondant avec ce que tu as déjà dit là, ce personnage-là, ben, qu'est-ce que tu en fais, il sert à rien. C'est pas facile pour un auteur. Et c'est pas facile d'entendre ça en tant qu'auteur, c'est hyper frustrant. facile, non. Je suis pas auteur. Mais Non, oui, c'est pas c'est pas facile, Oui. et c'est une réalité, mais par contre. En même temps, il y a un truc, et ça revient à ce que vous disiez, il y a un truc qui dit que si on veut sortir son livre, etc., il faut en passer par là. Enfin, il faut accepter d'en passer par là ou on continue d'écrire tranquillement à la maison sans Parce que là, sortir les les livres. Quoi. éditions, en fait, Voilà. son objectif, c'est que le livre se vende. Oui. C'est pas non plus de faire plaisir à l'auteur en disant et en étant dans du consensuel. À un moment donné, il faut y aller et lui dire. Oui, mais si tu Après, il faut mettre préfères, la forme. Hein, ça évidemment. correspond à ce que vous disiez, c'est-à-dire ce qu'on rêve tous, c'est de la maison d'édition qui est dans la chambre de bonne, avec l'éditeur qui aime la littérature et te fait avancer là-dessus. Et aujourd'hui, bon. Ça fait longtemps que c'est fini. Bon, après, je conçois qu'une maison d'édition, ben, ils aient besoin de vivre, ils aient besoin de best-sellers, enfin, voilà, je peux entendre des choses, enfin voilà, mais effectivement, je rêvais plutôt de ça, je rêvais plutôt de ça, et j'ai l'impression, oui, de ce que j'entends après. Comment tu te positionnes, toi, par rapport aujourd'hui au monde de l'édition tel qu'il est? Bah, disons qu'en me renseignant, là, c'est ce que je disais, comme j'étais vraiment une béotienne, quand j'ai sur l'auto-édition, je dirais qu'aujourd'hui, le gros problème, pour être au-delà des a priori, parce qu'on voit quand même qu'il y en a un petit peu moins dans la librairie, c'est vraiment la logistique, c'est-à-dire une librairie, c'est la diffusion, le coût le coût de la diffusion. Et c'est ce que je t'avais dit, quand je vois que Hachette propose un contrat aux auto-édités de 96 € par an pour assurer la diffusion. Je me dis, c'est extraordinaire. Alléluia. Mais quand vous lisez les clauses, là, c'est là que je découvre de connaître le pilonnage. Ouais. Un cinquième, ou je ne sais plus, ça fait 5 millions d'ouvrages. 25%. Voilà, 25% des ouvrages finissent à la poubelle. Donc là, je me suis dit, tout s'est fait en même temps. Moi, je veux dire, quitte à le faire moi-même, j'ai pas envie de ça. Enfin, il y a des choses, voilà, je pense. Je crois que c'est à peu près 980 livres qui sortent par jour. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup Non, de livres qui un sortent. peu plus, non? Oh, peut-être pas par jour quand même. Non, par. Ça Alors, fait presque non, j'avais vu une sur C'est les. la rentrée littéraire qui fait sur dans la- les 600 et quelques. Ouais, il y a beaucoup de livres qui sortent sur. Après, c'est une économie, on en parlait, mais l'édition, c'est l'édition d'après-guerre, ça, hein, c'est fini. Tu vois, quand on était à Saint-Clément, là, j'ai un tout petit peu écouté donc Lydie Salver, qui était auteur invité, qui a quand même été prix Goncourt. Elle est chez Gallimard, j'ai une bêtise, non?
Salvert avait chez. Une maison Bandy, d'édition. Paul, Et qu'elle explique, en fait, son dernier ouvrage est vendu avec, vous savez, un petit bandeau, quoi. Et en fait, elle a expliqué qu'elle était contre le bandeau, mais de toute façon, elle n'a pas voix au chapitre, et pourtant c'est une auteure connue. Et ça m'a aussi, encore une fois, ça m'a fait tilt de me dire, voilà, l'exception française. certainement. Alors, là, il est 18h51. Rachel m'a dit qu'on devait quand même libérer la salle, puisque derrière, il y a un groupe. On va passer aux dédicaces, si tu es OK. Où j'ai mal écouté, très certainement j'ai mal écouté. Comment la Roumanie est arrivée sous votre plume ou sous votre clavier? Ce que je disais, j'ai pas trop su. Alors après, je sais que, je voulais parler d'exil, les dictatures de l'Est m'avaient marqué. Moi, effectivement, j'avais 12 ans quand, à Noël 89, le couple de Ceausescu a été tué. C'est des images qui ont tourné en boucle. Oui, alors j'avais compris qu'ils étaient vraiment pas gentils, mais bim, bim, bam. Alors est-ce que c'est venu de là Parce qu'effectivement, comme je vous dis, je voulais parler des dictatures de l'Est, mais je me suis pas dit ça va être la Hongrie ou la Moldavie ou je sais pas quoi, ou la République tchèque. C'était vraiment la Roumanie. Mais après voilà, j'ai quand même, ça se sent par rapport à la grand-mère, la culture orthodoxe. Me plaisait, le côté de la Roumanie, la Hongrie c'est aussi un petit peu pareil, il y a quand même un peu d'Orient, notamment dans la cuisine. Ça, c'est ce que je dis, ça s'imposait à moi. C'était quoi, ça s'explique pas en fait. Test ADN, pour savoir si tu viens pas de là-bas. Écoute, faudrait essayer parce que je te dis, j'ai cherché longtemps dans la généalogie. Moi j'aimerais parce qu'effectivement, il y a plein de Français, c'est un sujet vraiment d'actualité qui ont leurs grands-parents espagnols, et moi j'en rêve, Quand on lit le livre, à un moment donné, et moi pourtant je savais que tu n'étais pas roumaine, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a un truc. Je n'ai pas pensé au test ADN. Mais idée de cadeau pour Noël. Non, alors ça c'est des cadeaux qui... Il y a aussi des choses que je ne veux pas savoir. Oui, bien sûr. Mais on est tous, on a des choses qu'on ne veut pas savoir. Peut-être que ces images, effectivement, qui avaient tourné à l'époque et qui étaient choquantes, de voir 2 personnes se faire assassiner comme ça. En 3 jours. Bon, ça a été réglé, en 3 jours c'était plié. Et c'était. Et c'est bien. Et la femme. Ah oui. Oui, puis à l'époque, les télés, comme on était très vieux, comme je suis très vieille, les télés tournaient pas en boucle, en fait, je veux dire, c'est pas comme maintenant. Non, mais c'est vrai que c'était aux informations qu'il y avait cette image. Non, après, c'est au-delà de ça, je veux dire, après la culture millénaire, quelque part, roumaine, voilà, me parler. Et puis, des fois, on a des sujets qui nous appellent et on ne sait pas pourquoi. On dirait que c'est pour ça. Voilà, ça appartient à la magie aussi de l'auteur et de l'écriture. Et heureusement, des fois, qu'on ne sait pas pourquoi. Je dis, je ne veux pas savoir. Et vous auriez envie d'y aller? Le Carpath, moi, ça me pose des... C'est une terre de vampires ou c'est une terre de... Oui. Alors finalement, je ne m'étais pas trop posé la question, mais comme c'est plutôt des retours de lecteurs ou d'avoir vu quand même l'ensemble de Tarbuginus, là, ça m'a quand même donné envie. Une autre idée de cadeau. Je pense Il y aura Zanzibar. Tu pourrais faire la Zanzibar. Il faut quand même demander... c'est des voyages qu'on fait en famille. Alors moi, je me souviens, quand on avait évoqué, quand on parlait beaucoup du livre, il y avait cette maison, où moi, j'avais ce truc avec cette maison, qui était... on ne peut pas la laisser comme ça. Je ne peux pas tout dire, parce que... Non, c'est juste une maison. Non, mais c'est vraiment le retour aux sources, de ses ancêtres. Alors, j'ai quand même vérifié, en 2023, 38 733 livres sont sortis, donc ça fait à peu près 900... Non, mais c'est énorme. 38 000. Ouais. Parce qu'il y a les scolaires et tout ça. Il y a tout, mais ces 38 000, ça fait à peu près 900 livres par jour, ce qui est quand même énorme. Après, c'est vrai que bon... Oui, ce que j'avais lu, c'est que c'est les scolaires le plus gros volume. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de scolaires. Même beaucoup. Non, parce que ce qui est bien, c'est de savoir les romans, Les nouveaux titres, les les poésies, Ça en fait 100 par jour. 100, hein Ouais, 300. 100 par jour. Vraiment la lecture. 900 par jour.
c'est bien. Mais, enfin, Sur les calculs. parce que là, moi, c'est les chiffres que j'ai là. Et effectivement, bon, après, on sait très bien que c'est 100 auteurs qui vivent très bien de leur plume en France. Hein. Après, il y a aussi un effondrement du budget culture Ouais. des ménages qui touche d'abord le livre, parce que voilà, ça c'est vraiment très Enfin, fort. la priorité, c'est la cuisine. Hein. Oui, mais ça on comprend. C'est le poste Oui, nourriture. Hein. non, mais par exemple, les Et- jeux et vidéo, logement. depuis 30 ans. Oui, c'est vrai que les jeux vidéo ont pris prennent une un place essor dans la- assez incroyable. Et, dans le budget culture. Par contre, il y a 3 fois plus de livres qui sortent en nombre de titres, alors qu'il y a de moins en moins de livres édités, mais de titres différents. et moins de lecteurs. Hein. Aujourd'hui, tout le monde se foutait de je ne sais plus quel livre qui faisait 8000. Ah bah si, c'est le bouquin de Guillaume Meurice. Il a fait 8000. Et tout le monde dit oh, 8000, c'est pas beaucoup. Si, aujourd'hui, 8000, c'est énorme. Et 8000, c'est pas mal. Hein. Alors que moi, quand je travaillais à la librairie, à Laborie, par exemple, il faisait 60 000. Un prix Goncourt faisait 150, 200 000. C'est des chiffres que plus personne n'atteint. Aussi, Bussy, peut-être. Ah, Marc Il y a Lévy, Musso. quand même. Marc Lévy, oui. Marc Musso, Lévy, Musso, Musso, Bussy, Chagall, et oui, surtout, Chagall. qu'on cite jamais toutes les nouvelles nanas d'Acosta et toutes les nouvelles Oui, nanas Grimaldi. Grimaldi, etc. Mais qui sont Et issus de l'auto-édition. hein, Oui, parce Ils sont que issus la- d'auto-édition et Grimaldi, Valogne, par exemple. Valogne, elle- Grimaldi. C'est elles qui vendent encore plus que Musso et Lévy. Lévy, aujourd'hui, il est... Je crois que Musso et Lévy ils sont en perte de vitesse. Hein. Déjà, Musso avait dépassé Lévy, mais celles qui vendent, c'est Valogne, c'est toutes ces filles. Mais On a Nathalie gagné aussi, une fille. il y a. Comment elle s'appelle? Avec son chapeau là. Ah, Amélie Nothomb. Amélie Amélie Nothomb. Nothomb. Voilà. Elle aussi, apparemment, ça Elle marche cartonne. bien, oui. Mais voilà, après, c'est. Je pense que c'est des rencontres aussi, je dirais, avec un public. Parce que chaque livre a son auteur, et chaque auteur a son livre. Et puis après, c'est des bonnes étoiles, hein, comme je dis. Après, celui qui a écrit L'affaire Henri Kébert. Ah oui. Ouais, je pense à Joël Dicker qui s'est Lui lui est revenu en arrière, c'est-à-dire que maintenant, il s'est mis en en auto-édition. auto-édition. Mais il a- Rosienne Wolf. Exactement. Il a pris Nicolas Feuze cette année. Mais en même temps, il avait déjà... Enfin, c'était plus facile pour lui, parce qu'il avait la reconnaissance avec l'affaire Henri Kébert, qui fait que... Il savait. il était déjà connu. Voilà. Oui, oui. C'est-à-dire que concrètement, il a été accepté dans une diffusion. Parce que finalement, aujourd'hui, avec tout ce qui est fait, on sait qu'on peut faire un livre et qu'imprimer et tout, mais c'est la question de l'accès aux librairies. Bien sûr. Et lui, il savait qu'Hachette, je ne sais pas par qui il est diffusé. Exactement, voilà, il il doit a être pas- refusé par Hachette ou Il n'y je avait sais pas de plus. problème. Voilà, il est pris et les librairies. Il y avait eu aussi une grosse polémique quand il y avait eu le prix Renaudot qui avait été remporté par Il y a une fille qui a... un auto-édité, ça avait fait un peu. Non, mais ils ont très très peur, hein, de toute façon. C'est quelque chose qui fait peur Ils en ont fait. très très peur. Et c'est dommage parce que je pense sincèrement que ça n'enlève rien au circuit d'édition. Avec le classique. boucan de demande aussi. Je veux dire, aujourd'hui, mettons toi, tu as du stock, mais si tu plus de stock, je commande ton livre et il est Il y a une imprimé en réalité, 4 oui. jours, etc. Il y a une C'est réalité bien. aussi écologique aujourd'hui qui fait que le livre à la demande, c'est quand même bien plutôt que d'aller pilonner. Ah ouais. Je pense qu'il doit, je ne sais pas lesquelles, mais il y a forcément des solutions pour ne pas se dire que un livre sur 5 ou sur 4 est jeté. Il y a une directive européenne qui est passée, on va voir comment ça va être géré. Aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Enfin, je pense que le circuit du livre, la chaîne du livre. La chaîne du livre est compliquée, hein. François peut s'en parler. Hein, mais... Sans compter que c'est anti-écologique. Hein. Sans compter que c'est entier écologique. Bien sûr. On va passer aux dédicaces. Je vais commencer.